En août, ce sera un festival astronomique avec 2 éclipses, une de soleil et une de lune, toutes deux partiellement visibles depuis l'Hexagone. Mais il y aura aussi un mini alignement planétaire avec 5 planètes visibles, et la fameuse pluie d'étoiles filantes des Perséides. Ne bouge pas, ajuste tes écouteurs, et je t'explique cela après le générique. Bonjour et bienvenue dans La Parenthèse étoilée, le podcast des passionnés du ciel, présenté par Alain Jupin. Comme à l'accoutumée, tu retrouveras dans ce 59e épisode l'agenda céleste, les éphémérides planétaires et lunaires, avant de terminer par mes idées d'observation pour ne pas t'ennuyer pendant tes vacances. Alors, si tu aimes ce genre de contenu, quelle que soit la plateforme, n'oublie pas de t'abonner au podcast. À ne pas manquer ce mois-ci dans le ciel. Pour l'agenda du mois, je vais me focaliser sur les 2 éclipses et la célèbre pluie d'étoiles filantes des Perséides. Ce sont les événements majeurs et ce sera déjà pas mal, sauf à allonger un peu inutilement ce podcast. Le soir du 12 août, tu en as sans doute entendu parler, ce sera l'éclipse de soleil. Mais contrairement à ce qui se dit, il n'y aura pas de totalité en France, même au Pays Basque. Par ailleurs, au moment du début de l'éclipse, le soleil sera très bas, entre 10 et 20 degrés au-dessus de l'horizon, en fonction de ta situation géographique. Donc il faudra un horizon nord-est le plus dégagé possible, sans obstacles, comme des arbres ou bâtiments. Et prie aussi pour qu'il n'y ait pas de nuages à l'horizon. Comme on sera déjà en phase de coucher de soleil, la température, avec ou sans éclipse, sera déjà en baisse, donc ce sera pas flagrant, contrairement à une éclipse en pleine journée. Malgré tout cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder l'éclipse, loin de là, c'est juste que les conditions seront loin d'être idéales. L'éclipse débute vers 19h20 à 19h30, l'heure exacte dépendant de ta situation géographique, et le maximum environ 50 minutes plus tard, quelques minutes avant que le soleil se couche. Je te rappelle que l'observation du soleil est la seule observation dangereuse et mortelle pour tes yeux sans filtre adapté. Donc on oublie les couvertures de survie, les anciennes radios ou pellicules photo, les masques de soudeur et j'en passe. Les lunettes pour éclipse ne coûtent que quelques euros, elles sont encore largement disponibles sur la plupart des boutiques en ligne dédiées à l'astronomie, et donc respectant les normes européennes. Si tu n'as pas de lunettes, regarde l'éclipse par projection en prenant une passoire ou en faisant un petit trou dans du carton et laisse l'image se projeter sur une surface blanche comme une feuille de papier ou carton épais. Le matin du 13 août, c'est le pic attendu de la célèbre pluie d'étoiles filantes des Perséides, active chaque année de la fin juillet jusqu'au 20 août environ. Ce sont les plus connus et les plus médiatisés. Normalement, on peut espérer entre 80 et 90 étoiles filantes par heure, et cette année, on est en période de nouvelle lune, donc des conditions d'observation idéales. Cette année, le pic est attendu pour le 13 août, donc les matins des 12, 13 et 14 août seront probablement les meilleurs en fonction de la météo. Les Perséides donnent généralement le meilleur d'elles-mêmes en fin de nuit, juste avant l'aube. Pour en voir un maximum, dès le milieu de nuit, installe-toi confortablement dans une chaise longue et sans t'endormir, de préférence à la campagne, et scrute le ciel vers le nord-est, même si ces météores peuvent surgir d'un peu partout. Et encore les 12 et 13 août, alors que le soleil se lève, pas moins de 5 planètes seront visibles dans les lueurs de l'aube, et désolé pour ce jeu de mots un peu bancal, à croire que les planètes se sont alignées pour cette date. Mais cela, je t'en parle un peu plus tard dans les éphémérides planétaires. Dans la nuit du 27 au 28 août aura lieu une éclipse partielle de lune, centrée sur l'océan Atlantique. Les observateurs de Guyane des Antilles pourront voir le phénomène dans sa totalité. Depuis l'Hexagone, on ne verra que l'entrée dans l'ombre et le maximum de l'éclipse. S'agissant d'une éclipse partielle,
une partie seulement de la Lune entrera dans le cône d'ombre de notre planète, enfin 93% tout de même. La Lune entre dans le cône de pénombre à 3h23, ce sera peu visible, puis entre dans l'ombre de notre planète 1 heure plus tard, pour un maximum de l'éclipse à 6h12. Les heures étant exprimées en heure légale française. Vous êtes nombreux à me demander quand voir l'ISS avec à son bord l'astronaute française Sophie Adenau. Elle sera visible juste avant l'aube sur la dernière décade du mois. Pour connaître les heures de passage précises de la station au-dessus de ta tête, il y a plusieurs applications et sites dédiés à cela. Je te mets quelques liens en description et dans l'article complet. La visibilité des planètes. Commençons par Mercure qui sera observable en France en début de mois lors de son élongation maximale du 2 août. On pourra l'observer dans de relativement bonnes conditions jusqu'en milieu de mois. Elle restera basse sur l'horizon et des jumelles seront une aide précieuse pour son repérage dans les lueurs de l'aube. Vénus reste de toute beauté dans le ciel. Les conditions d'observation en France sont toujours excellentes tout au long du mois. Elle atteint son élongation maximale au Soleil le 15 août. Son puissant éclat est immanquable en début de soirée, après le coucher du Soleil. Cependant, les conditions de son observation vont commencer à très légèrement se dégrader dès le milieu du mois, alors profites-en. Pour Mars, elle est désormais repérable à l'œil nu quelques heures avant les premières lueurs du jour. Pour autant, elle n'aura que peu d'intérêt dans un instrument, car encore trop loin de la Terre et son diamètre apparaît encore trop petit pour des observations intéressantes. Pour Jupiter, elle est ce mois-ci en pratique non observable, sauf difficilement en fin de mois, dans les lueurs de l'aube. Mais elle n'aura aucun intérêt, y compris dans des instruments. Il faudra attendre encore un peu pour l'observer correctement. Saturne s'observe maintenant dans de bonnes conditions dès le milieu de nuit et jusqu'à l'aube. Si elle est repérable à l'œil nu, il te faudra une petite lunette ou mieux un télescope pour profiter de ces anneaux qui se réouvrent depuis le printemps dernier. Uranus est observable en dernière partie de nuit entre les amas des Pléiades et des Hyades dans la constellation du Taureau. Bien qu'à la limite de la vision humaine, il te faudra au moins des jumelles pour la repérer ou un télescope pour profiter de son disque planétaire bien visible, l'empêchant de la confondre avec une étoile. Enfin, Neptune s'observe elle aussi en dernière partie de nuit dans de bonnes conditions, mais uniquement au télescope. Son faible éclat la rend difficile, voire impossible, à observer dans des jumelles ou petites lunettes. Et pour terminer ce tour d'horizon planétaire, le 12 août et quelques jours autour de cette date, si tu as bien suivi ce que je viens de dire, 5 planètes seront visibles dans le ciel du matin. Si Mars et Saturne ne poseront aucun problème de repérage, y compris à l'œil nu, il te faudra un télescope pour profiter d'Uranus et Neptune. La plus compliquée à observer sera sans aucun doute Mercure, pour laquelle un horizon est bien dégagé sera indispensable, mais également aussi des jumelles. Quant à Jupiter, elle sera noyée dans les lueurs du jour, et son repérage, y compris aux jumelles, sera particulièrement délicat, voire impossible. La Lune dans toutes ses phases. Ce mois d'août débute avec la grosse lune décroissante. Le dernier quartier aura lieu le jeudi 6 dans la constellation du Bélier et marque le début de la période idéale pour observer le ciel dans de bonnes conditions, notamment en début de nuit. La nouvelle lune aura lieu le mercredi 12 août dans la constellation du Cancer. Une période parfaite autour de cette date pour une nuit d'observation sans lumière gênante. Le premier quartier aura lieu le jeudi 20 août dans la constellation du Scorpion. Et nous terminerons le mois avec une pleine lune, le vendredi 28 août, dans la constellation du Verseau.
Le 4 août, la lune gibbeuse décroissante flirte avec la planète Saturne. C'est une observation à faire à l'œil nu, car les deux astres ne seront pas visibles ensemble dans un instrument et difficilement aux jumelles, car à la limite du champ visuel de ce type d'instrument. Le 9 août en fin de nuit ne manque pas la conjonction entre le dernier croissant de lune et la rougeoyante planète Mars, visible à l'œil nu, mais aussi dans des jumelles. Les 15 et 16 août, dans la soirée, ne manque pas la très belle conjonction entre la Lune et l'éclatante Vénus. Une observation à faire à l'œil nu, car les deux astres seront trop éloignés pour être visibles ensemble dans des instruments, y compris des jumelles. Pour clôturer ces éphémérides lunaires, les conjonctions avec les autres planètes ne seront pas possibles en pratique ou n'auront pas d'intérêt. Quelques idées d'observation. Pour en savoir plus sur les beautés du ciel de tes vacances, je t'invite à aller écouter l'épisode numéro 44 sur le ciel d'été pour découvrir les grands classiques et les plus beaux objets à observer. Je vais clôturer la liste des objets messiers oubliés dans mes idées d'observation de ces 3 dernières années. Dans la constellation du Sagittaire se trouve M54, un amas globulaire fascinant puisqu'il n'appartient probablement pas à notre Voie lactée, mais à la galaxie naine du Sagittaire. Pour le repérer, pars de l'astérisme de la Théière et dirige-toi vers la partie orientale de la constellation. Depuis la France, il reste relativement bas sur l'horizon sud, il est donc préférable de l'observer lorsqu'il culmine, sous un ciel bien transparent et avec un horizon parfaitement dégagé. Un télescope de 200 mm permet de distinguer une petite boule cotonneuse au noyau marqué, mais l'amas reste difficile à résoudre. Avec un diamètre de 300 mm ou plus, quelques étoiles périphériques commencent à apparaître, tandis que le centre demeure dense et compact. Comme pour tous les amas globulaires, aucun filtre n'est utile, mieux vaut privilégier une nuit sans lune, un ciel transparent et un grossissement compris entre 100 et 200 fois pour apprécier toute la finesse de ce petit joyau. Toujours dans la constellation du Sagittaire se niche M70, un amas globulaire compact qui passe souvent inaperçu au milieu des innombrables merveilles de cette région de la Voie lactée. Lui aussi est situé assez bas sur l'horizon pour les observateurs français. On le repère assez facilement à partir de l'astérisme de la Théière en exploitant la zone située à l'est du bec. Il s'observe dans les mêmes conditions que son voisin M54 dont on vient de parler. Dans la constellation du Cygne, au cœur des riches champs d'étoiles de la Voie lactée, se trouve NGC 6910, un amas ouvert parfois surnommé l'amas du ver de terre. Ce nom insolite vient de l'alignement des étoiles les plus brillantes qui évoque un petit ver sinueux se faufilant parmi les étoiles. Il est ultra simple de repérage car collé à Sadr, l'étoile centrale de la croix du Cygne. Des jumelles permettent déjà d'en soupçonner la présence, mais un télescope de 150 mm à faible grossissement est idéal pour profiter de sa silhouette caractéristique. On découvre une trentaine d'étoiles, réparties selon un tracé allongé et irrégulier, qui rappelle effectivement un petit ver lumineux ou encore une girafe ou tout simplement un Y. Dans la constellation de Cassiopée se trouve NGC 457, un amas ouvert particulièrement apprécié des observateurs et plus connu sous les surnoms d'amas de l'extraterrestre, de la chouette ou encore de la libellule. Ces appellations viennent de sa forme étonnante, 2 étoiles brillantes ressemblent aux yeux d'une créature, tandis que les étoiles de l'amas dessinent un corps allongé avec des bras déployés. Pour le repérer, il suffit de partir du célèbre W de Cassiopée et de viser la zone située à mi-distance des étoiles Cheddar et Rushpa, formant les pointes vers le bas du W.
Visible aux jumelles sous un ciel sombre, il devient spectaculaire dans un télescope de 150 mm. À faible grossissement, on découvre une vingtaine d'étoiles principales qui dessinent clairement sa silhouette caractéristique. Avec un peu plus de diamètre, de nombreuses étoiles plus faibles apparaissent en arrière-plan, donnant davantage de profondeur à cet étonnant personnage céleste. Et pour terminer, si tu recherches des objets plus classiques, n'hésite pas à écouter la section des idées d'observation du mois d'août de l'an dernier, où j'avais donné une belle liste d'objets. C'était La Parenthèse étoilée, le podcast des passionnés du ciel. Et voilà, tu arrives à la fin de cet épisode. Si tu l'as apprécié et si tu ne l'as pas déjà fait, n'hésite pas à le partager ainsi que de t'abonner à la newsletter. Ce mois-ci marque la 4e année de ce podcast. Suite à vos nombreux retours, j'ai fait et je continuerai à faire évoluer le format de ces prochains mois. Suite à vos nombreux retours, j'ai fait et je continuerai à faire évoluer le format ces prochains mois. D'ailleurs, je ferai courant du mois une FAQ spéciale pour fêter les 4 ans du podcast. Un grand merci pour votre fidélité et vos précieux retours qui font grandir ce format. Pour conclure, comme d'habitude, reste curieux, reste émerveillé et n'oublie pas de lever les yeux et d'admirer les étoiles, même pour quelques minutes, même à l'œil nu. Merci, au revoir et à bientôt.